Why did the United States attack Libya, Iraq, Afghanistan, and Yemen? Why are U.S. operatives helping to destabilize Syria? And why is the United States government so intent on taking down Iran, in spite of the fact that Iran has not attacked any country since 1798? And what's next? What are we headed for? When you look at the current trajectory that we're on, it doesn't make any sense at all if you evaluate it based on what we're taught in school. And it doesn't make any sense if you base your worldview on the propaganda that the mainstream media tries to pass off as news. But it makes perfect sense once you know the real motives of the powers that be. In order to understand those motives, we first have to take a look at history. In 1945, the Bretton Woods Agreement established the dollar as the world reserve currency, which meant that international commodities were priced in dollars. The agreement, which gave the United States a distinct financial advantage, was made under the condition that those dollars would remain redeemable for gold at a consistent rate of $35 per ounce. The United States promised not to print very much money, but this was on the honor system, because the Federal Reserve refused to allow any audits or supervision of its printing presses. In the years leading up to 1970, expenditures in the Vietnam War made it clear to many countries that the U.S. was printing far more money than it had in gold. And in response, they began to ask for their gold back. This, of course, set off a rapid decline in the value of the dollar. The situation climaxed in 1971 when France attempted to withdraw its gold and Nixon refused. On August 15th, he made the following announcement. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. This was obviously not a temporary suspension, as he claimed, but rather a permanent default. And for the rest of the world who had entrusted the United States with their gold, it was outright theft. In 1973, President Nixon asked King Faisal of Saudi Arabia to accept only U.S. dollars as payment for oil and to invest any excess profits in U.S. Treasury bonds, notes, and bills. In return, Nixon offered military protection for Saudi oil fields. The same offer was extended to each of the world's key oil-producing countries, and by 1975, every member of OPEC had agreed to only sell their oil in U.S. dollars. The act of moving the dollar off of gold and tying it to foreign oil instantly forced every oil-importing country in the world to start maintaining a constant supply of Federal Reserve paper. And in order to get that paper, they would have to send real physical goods to America. This was the birth of the petrodollar. Paper went out, everything America needed came in, and the United States got very, very rich as a result. It was the largest financial con in recorded history. The arms race of the Cold War was a game of poker. Military expenditures were the chips, and the U.S. had an endless supply of chips. With the petrodollar under its belt, it was able to raise the stakes higher and higher, outspending every other country on the planet, until eventually U.S. military expenditures surpassed that of all other nations in the world combined. The Soviet Union never had a chance. The collapse of the communist bloc in 1991 removed the last counterbalance to American military might. The United States was now an undisputed superpower with no rival. Many hoped that this would mark the beginning of a new era of peace and stability. Unfortunately, there were those in high places who had other ideas. Within that same year, the U.S. invaded Iraq in the First Gulf War. And after crushing the Iraqi military and destroying their infrastructure, including water purification plants and hospitals, crippling sanctions were imposed which prevented that infrastructure from being rebuilt. These sanctions, which were initiated by Bush Sr. and sustained throughout the entire Clinton administration, lasted for over a decade and were estimated to have killed over 500,000 children. The Clinton administration was fully aware of these figures. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Miss Albright, what exactly was it that was worth killing 500,000 kids for?
In November of 2000, Iraq began selling its oil exclusively in euros. This was a direct attack on the dollar and on U.S. financial dominance, and it wasn't going to be tolerated. In response, the U.S. government, with the assistance of the mainstream media, began to build up a massive propaganda campaign claiming that Iraq had weapons of mass destruction and was planning to use them. In 2003, the U.S. invaded, and once they had control of the country, oil sales were immediately switched back to dollars. This is particularly notable due to the fact that switching back to the dollar meant a 15 to 20% loss in revenue due to the euro's higher value. It doesn't make any sense at all unless you take the petrodollar into account. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Let's take a look at the events of the past decade and see if you see a pattern. In Libya, Gaddafi was in the process of organizing a bloc of African countries to create a gold-based currency called the dinar, which they intended to use to replace the dollar in that region. US and NATO forces helped destabilize and topple the Libyan government in 2011, and after taking control of the region, US armed rebels executed Gaddafi in cold blood and immediately set up the Libyan Central Bank. Iran has been actively campaigning to pull oil sales off of the dollar for some time now, and it has recently secured agreements to begin trading its oil in exchange for gold. In response, the US government, with mainstream media assistance, has been attempting to build international support for military strikes on the pretext of preventing Iran from building a nuclear weapon. In the meantime, they established sanctions which US officials openly admit are aimed at causing a collapse of the Iranian economy. Syria is Iran's closest ally, and they are bound by mutual defense agreements. The country is currently in the process of being destabilized with covert assistance from NATO, and though Russia and China have warned the United States not to get involved, the White House has made statements within the past month indicating that they are considering military intervention. It should be clear that military intervention in Syria and Iran isn't being considered. It's a foregone conclusion, just as it was in Iraq and Libya. The U.S. is actively working to create the context which gives them the diplomatic cover to do what they already have planned. The motive for these invasions and covert actions becomes clear when we look at them in their full context and connect the dots. Those who control the United States understand that even if a few countries begin to sell their oil in another currency, it will set off a chain reaction and the dollar will collapse. They understand that there is absolutely nothing else holding up the value of the dollar at this point, and so does the rest of the world. But rather than accepting the fact that the dollar is nearing the end of its lifespan, the powers that be have made a calculated gambit. They have decided to use the brute force of the U.S. military to crush each and every resistant state in the Middle East and Africa. That in itself would be bad enough, but what you need to understand is that this is not going to end with Iran. China and Russia have stated publicly and on no uncertain terms that they will not tolerate an attack on Iran or Syria. Iran is one of their key allies, one of the last independent oil producers in the region, and they understand that if Iran falls, then they will have no way to escape the dollar without going to war. And yet the United States is pushing forward in spite of the warnings. What we are witnessing here is a trajectory that leads straight to the unthinkable. It's a trajectory that was mapped out years ago in full awareness of the human consequences. But who was it that put us on this course? What kind of psychopath is willing to intentionally set off a global conflict that will lead to millions of deaths just to protect the value of a paper currency? It obviously isn't the president. The decision to invade Libya, Syria, and Iran was made long before Obama had risen to the national spotlight. And yet, he's carrying out his duty just like the puppets that preceded him. So who is it that pulls the strings? Often the best answer to questions like this are found by asking another question. Qui bono? Who benefits? Obviously, those who have the power to print the dollar out of thin air have the most to lose if the dollar were to fall. And since 1913, that power has been held by the Federal Reserve. The Federal Reserve is a private entity owned by a conglomerate of the most powerful banks in the world. And the men who control those banks are the ones who pull the strings. To them, this is just a game. Your life and the lives of those you love are just pawns on their chessboard. And like a spoiled 4-year-old who tips the board onto the floor when they start to lose, the powers that be are willing to start World War III to keep control of the global financial system.
Remember that when these wars extend and accelerate. Remember that when your son or your neighbor's son comes back home in a flag-draped coffin. Remember that when they point the finger at the new boogeyman. Because the madmen who are running this show will take this as far as you allow them to. Es hat nicht mit 9/11 angefangen, sondern die letzten 200 Jahre sind 200 Jahre, in denen, was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die Muslime. Kannst du plakativ sagen, der Westen ist gewalttätiger als die Ja, aber ich will jetzt nicht mit den Kreuzzügen anfangen, aber wenn ich später anfange, der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht, der chinesische wahrscheinlich Mao Zedong 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Sie sind kolonisiert worden in den letzten 200 Jahren und ich sprach ja vorhin darüber, dass ich in Algerien war. Ich habe erlebt, wie die Franzosen Algerien versucht haben, platt zu machen, als die Algerier aufgestanden sind. Worin liegt dieser Grundkonflikt im Verhältnis des Westens zur islamischen Welt? Was ist da grundsätzlich schiefgelaufen? Der Grundkonflikt liegt darin, dass vor allem die Westeuropäer, Sie sehen, ich mache einen Unterschied zwischen Amerikanern und Westeuropäern, die Westeuropäer, die Muslime, vor allem die Araber, wie Jean-Paul Sartre gesagt hat, die Halbaffen behandelt hat. Wir haben diese Menschen nicht ernst genommen, wir haben sie wie Tiere behandelt. Die wurden ausgeräuchert, die wurden, ich zitiere jetzt französische Autoren, wie Schakale gejagt während der französischen Kolonisierung. Und da ist ein unglaublicher Zorn entstanden. Und er hat sich, als dann die Kolonisierung zu Ende war, die Amerikaner haben mitgeholfen, die Kolonisierung zu beenden und haben dann selber die Rolle des Kolonialherrn übernommen. Das heißt, sie haben angefangen, die Ölquellen auszubeuten. Sie haben angefangen im Iran, als die einmal einen demokratischen Präsidenten hatten, nämlich Premierminister hatten, nämlich Mossadegh, und als der dann die Ölindustrie verstaatlichen wollten, dann haben sie ihn zusammen mit den Engländern weggeputscht. Und dann denken Sie an die ungeklärte Frage Palästina, und das hat zu einer unglaublichen Bitterkeit in der muslimischen Welt geführt. Und wie entsteht Terrorismus? Ich wollte gerade fragen, ist dann quasi der Terrorismus... Natürlich ist der Terrorismus eine Reaktion. Terrorismus entsteht durch Ungerechtigkeit. Und Terrorismus können Sie deshalb nur bekämpfen durch Gerechtigkeit. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben, als die Terroristen zugeschlagen haben, und natürlich waren diese Anschläge Mordanschläge, es sind Mörder, die das World Trade Center angegriffen haben. Und wie haben wir reagiert? Darauf, dass es fast 3000 Tote im World Trade Center gab. Wir haben Hunderttausende von Irakern tot, die nichts getan haben. Und wir wundern uns, dass es Terrorismus gibt. Jetzt wird ja gesagt, nicht nur diese Zornerfahrung, diese Erfahrung der Ungerechtigkeit, nein, möglicherweise auch ein religionsbegründeter Terrorismus. Eine Religion, in einer falsch verstandenen, unaufgeklärten Religion. Nein, das ist auch falsch verstanden. Die 3 Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sind alle 3 abrahamitische, monolithische Religionen, monotheistische Religionen. Sie haben alle denselben Vater. Was aber nicht verhindern würde, dass die Wege nachher sehr unterschiedlich sind. Sie sind so ähnlich. Sie sind so ähnlich. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Koran, das Alte und das Neue Testament einmal zu lesen. Das sind so unglaubliche Ähnlichkeiten. Die Muslime glauben an Jesus. Die Muslime glauben an Maria. Maria ist die einzige Frau, die im Koran erwähnt wird. Das wissen wir. Was? Depuis des générations, l'âpre lutte qui oppose Arabes et Juifs pour la domination de la Terre Sainte a causé des souffrances indicibles au Moyen-Orient. On affirme souvent que la crise a débuté avec l'émigration juive en Palestine et la création de l'État d'Israël. Pourtant, le conflit a pris racine bien avant, avec le double jeu des Britanniques durant la Première Guerre mondiale. C'est une histoire d'intrigue entre empires rivaux,
de stratégies erronées, de promesses contradictoires faites aux Arabes et aux Juifs, ouvrant la succession de bains de sang qui a scellé le sort du Moyen-Orient. Durant la Première Guerre mondiale, les Anglais, les Français et les Russes avaient secrètement prévu de morceler l'Empire ottoman afin d'équilibrer leur visée coloniale. Et tant pis pour les Turcs, les Arabes ou quiconque s'y opposerait. Toutes les graines étaient semées, dans la mesure où les Britanniques avaient promis l'indépendance aux Arabes d'une part, et une patrie aux Juifs d'autre part. Les deux étaient irréconciliables. Les Britanniques distribuaient les promesses à tous ceux qui pouvaient leur être utiles, sans penser aux conséquences. La duplicité et le double jeu des Anglais ont beaucoup fait pour installer le conflit en Palestine. Durant un conflit, on n'est pas avare d'offres généreuses pour les futurs accords de paix. Mais lorsqu'on arrive à la table de conférence, à la fin de la guerre, et qu'il faut honorer ses engagements, on doit décider où sont ses intérêts. Les Anglais voyaient le Moyen-Orient comme le rempart occidental de leur domination aux Indes et en Asie en général. La genèse de l'engagement de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient et de la lutte qui s'ensuivit entre Juifs et Arabes découle de son passé colonial. Au début du XXe siècle, le roi Édouard VII règne sur un vaste empire dont les intérêts s'étendent dans le monde entier. Les Indes prenaient une importance croissante. Elles étaient le deuxième pilier de la puissance britannique dans le monde. La mobilité de l'armée des Indes garantissait les intérêts et l'influence des Anglais sur le globe. Et bien sûr, le canal de Suez permettait des déplacements rapides. Ils devaient absolument consolider leur position géopolitique en le sécurisant. Dans ce but, la Grande-Bretagne est la première puissance européenne à s'établir solidement au Moyen-Orient. Dans les principautés du Golfe Persique, à Aden et en Égypte. La Grande-Bretagne a annexé l'Égypte après l'avoir prise aux Ottomans en 1882. En 1914, lorsqu'elle en fait un protectorat, le Caire est devenu le centre de sa puissance au Moyen-Orient. La présence de troupes coloniales dans la région est d'une importance stratégique vitale pour l'Angleterre. Car le sultan Mohamed V, qui règne sur l'Empire ottoman, a fait alliance avec sa rivale la plus redoutée, l'Allemagne. Avec l'Empire austro-hongrois, ces pays forment les empires centraux. Trois alliés se dressent devant eux. La Grande-Bretagne, la France et la Russie. Depuis la capitale des Ottomans, Constantinople, en Turquie, le sultan règne sur le dernier grand empire islamique qui vit la phase finale de son déclin depuis des décennies. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 lui donne le coup de grâce. En Europe, l'avance rapide des Allemands est stoppée par les Anglais et les Français sur le front ouest. À l'est, le conflit entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie aboutit également à une impasse. Mais les armes dévastatrices de l'ère industrielle font chaque semaine des milliers de morts dans les tranchées des deux camps. Toutes les grandes puissances pensaient que la guerre serait terminée en quelques mois. Par conséquent, toutes sont surprises fin 1914 lorsque le conflit non seulement se poursuit, mais montre tous les signes de devoir s'éterniser. À ce moment-là, on commence à réfléchir à de nouveaux moyens de vaincre. Pour Asquith, le Premier ministre anglais, l'impasse militaire en Europe incite à élargir le conflit.
Avec le ministre des Affaires étrangères, Lord Grey, celui de la guerre, Lord Kitchener, et le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, il met au point une stratégie complexe pour ébranler les empires centraux. C'était une guerre mondiale et les Anglais voyaient le Moyen-Orient dans ce contexte mondial. Ils avaient toujours été partisans de l'utilisation de moyens détournés, comme on disait péjorativement, la stratégie indirecte, l'attaque de ce que Churchill appelait le point faible de l'ennemi. Et pour eux, le point faible, c'était la Turquie. Le plan britannique comprend deux volets, une diversion militaire et une utilisation dévoyée de la diplomatie, incluant corruption, subversion et double jeu. Tous ces moyens sont concentrés sur le maillon faible de l'ennemi, l'Empire des Ottomans. La diplomatie a toujours eu une dimension secrète. Reste à savoir où finit la discrétion et où commence la conspiration. Avant et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des négociations très intenses entre les grandes puissances coloniales, françaises, russes, anglaises, impliquant aussi les Italiens, sur ce qu'elles feraient à la fin de la guerre quand l'Empire ottoman éclaterait. Le gouvernement anglais espère qu'un accord sur le partage des dépouilles de guerre renforce l'alliance contre les empires centraux. La Russie souhaite depuis longtemps avoir accès à la Méditerranée. Dans un traité secret de mars 1915, la Grande-Bretagne et la France font au tsar un cadeau d'une importance géopolitique vitale à ses yeux, Constantinople. C'est pour les Russes une ouverture essentielle sur le monde et sur la Méditerranée. Et bien sûr, Français et Anglais s'opposaient depuis toujours. C'est donc une volte-face complète. Français, Anglais et Russes s'accordant sur ce point. C'était presque inconcevable. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel, est également visé par la corruption. La Grande-Bretagne, la France et la Russie tentent d'inciter l'Italie, État pro-allemand, à se joindre aux Alliés. En avril 1915, un traité secret lui offre une part substantielle du domaine ottoman en Anatolie. C'est une autre puissance qui entre dans l'équation et à qui l'on offre d'étendre son territoire, ce qui, dans des circonstances normales, aurait été impensable. Le cadeau atteint son but. L'Italie rejoint les Alliés et déclare la guerre aux empires centraux en août 1915. La stratégie britannique, qui consiste à atteindre l'ennemi par son talon d'Achille, c'est-à-dire l'Empire ottoman, a un deuxième volet, la subversion. En s'appuyant sur l'opposition intérieure pour l'affaiblir et peut-être même le détruire, la Grande-Bretagne exploite un nouveau mouvement qui balaie l'Empire, le nationalisme. Le nationalisme, l'idée que certains peuples partagent la même identité culturelle et qu'ils doivent être indépendants, s'est répandu au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde à la fin du XIXe siècle. Il y avait donc dans l'Empire ottoman les prémices d'un nationalisme turc. La crise atteint son point culminant quand les jeunes Turcs prennent le pouvoir par un coup d'État en 1908 et qu'ils imposent leur langue et leur culture aux Arabes de l'Empire. Mais cela ne fait que réveiller l'intérêt de ces derniers pour leur propre héritage. Mille ans auparavant, les Arabes ont apporté leur technologie et leur littérature à l'Ouest, et leur religion, l'islam, s'est répandue dans presque toute l'Asie, l'Afrique du Nord et le sud-ouest de l'Europe. L'idée de retrouver cette grandeur historique hante la conscience des intellectuels. Au début de la Première Guerre mondiale, l'antagonisme entre Arabes et Turcs s'est intensifié. Les Turcs voulaient un empire unifié, mais les Arabes refusaient d'en faire partie. Ce renouveau littéraire et nationaliste a pris une forme beaucoup plus politique qui a conduit à l'émergence du nationalisme arabe. Ils en étaient arrivés à la conclusion
que demeurer dans l'Empire ottoman était sans espoir, qu'ils ne pouvaient pas partager le pouvoir avec les Turcs. Et ils ont commencé à penser à fonder leur propre État. Été 1915. Les services de renseignement anglais confirment que le mouvement nationaliste arabe représente la brèche que le gouvernement attendait. La Grande-Bretagne et son alliée française envoient des officiers pour sonder les chefs de tribu. Les Français et les Anglais ont entrepris de séduire différents chefs arabes. Ils leur disaient « Rangez-vous à nos côtés et nous vous donnerons l'indépendance. Quittez les Ottomans ». Et plusieurs ont été tentés. S'ils pensaient vraiment y gagner leur indépendance, pourquoi ne pas prendre le parti des Européens contre les Ottomans? L'idée est d'inciter les Arabes à la révolte contre leur suzerain et de créer une diversion, ce qui bloquerait les empires centraux au Moyen-Orient. Ironiquement, le souffle de la subversion vient non pas de Londres, mais du monde arabe. Du Hedjaz, plus précisément, en Arabie occidentale, dont le souverain, le shérif Hussein, est déterminé à étendre son domaine politique et géographique. Il pense pouvoir y parvenir avec l'aide des Anglais. De leur côté, ces derniers sont impressionnés par le prestige de la famille du shérif Hussein, gardienne des lieux saints de l'islam. C'étaient les Hachémites. Ils descendaient de la famille de Mahomet. Ils étaient les Bani Hachem, les fils de Hachem, et le shérif Hussein était leur chef. Il était responsable de la Mecque et de Médine. Bien qu'il ait travaillé pour les Ottomans avant la guerre, une fois les hostilités déclarées, il a saisi sa chance. Une chance aussi pour les Anglais, qui voient dans le soutien au shérif Hussein un moyen de menacer l'emprise ottomane sur la direction politique du monde islamique, le califat. Les Britanniques, parce qu'ils combattaient les Ottomans et que ceux-ci se disaient les vrais représentants de l'islam, voulaient un contre-pouvoir. Et ils l'ont trouvé en la personne du shérif Hussein, descendant du prophète. Mais ce dernier parlait de libérer les terres arabes, de bâtir un nouvel État national. Il voulait être le roi de tous les Arabes, pas seulement de l'Arabie. En juillet 1915, le shérif Hussein fait parvenir un message à Sir Henry McMahon, le haut-commissaire britannique au Caire. Il offre de lever une armée considérable contre les Ottomans en échange du soutien anglais à l'indépendance arabe. Dans la correspondance secrète qui s'ensuit, on fait comprendre à Hussein qu'il peut compter sur l'appui britannique pour réaliser certaines de ses ambitions en cas de défaite ottomane. Cette lettre du 26 octobre 1915 souligne les points principaux de l'accord. Le document original est truffé d'ambiguïté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hussein s'en est-il aperçu? D'après ce que je sais de lui, je pense que oui. En d'autres termes, il n'est pas dupe. Il est parfaitement conscient que s'il veut créer un empire arabe moderne, il devra lui donner des moyens logistiques et économiques. Et cela ne peut venir que du monde extérieur. Prenant les assurances britanniques pour argent comptant, Hussein et ses fils, Faisal et Abdullah, rassemblent une force importante. La nouvelle armée est commandée par le jeune et charismatique Faisal, qui a captivé l'imagination des masses arabes dans sa croisade pour l'indépendance. Mais au moment même où Hussein et Faisal mobilisent leurs troupes, les Anglais se préparent à les duper. À Londres, au printemps 1916, l'Angleterre négocie avec la France la future carte du Moyen-Orient. Derrière des portes closes, Sir Mark Sykes, du ministère des Affaires étrangères britannique, rencontre son homologue français, François-Georges Picot. En cas de victoire, les Anglais savent qu'il est indispensable d'offrir à la France une part des dépouilles de l'Empire ottoman. Du côté anglais, on était conscient que les Français
avaient fait de tels sacrifices qu'on ne pouvait ignorer leurs ambitions. Ils étaient déterminés à obtenir leur part historique du Levant. Campés devant la carte du Proche-Orient, Sykes et Picot délimitent eux-mêmes les régions qu'ils souhaitent voir sous leur contrôle. Leur marché secret est un véritable dépeçage de la région. Dans la zone A pour les Français et B pour les Anglais, les puissances coloniales comptent exercer le pouvoir indirectement. Elles nommeront des conseillers et prendront en charge les finances dans leurs sphères d'influence respectives. Ensuite, il y a la région colorée en bleu, qui doit être administrée directement par la France. Elle comprend ce qu'on appelle à l'époque la Grande Syrie, où les Français ont une longue histoire d'intérêts commerciaux et religieux. Quant à la partie en rose, connue comme l'Irak, avec ses ports stratégiques, ses chemins de fer et son pétrole, elle sera sous l'autorité britannique. La zone en jaune représente la Palestine. On compte en faire une zone internationale à l'exclusion de Haïfa. Ce que voulaient les Anglais, c'était le pétrole d'Irak. Ils s'étaient fixés pour objectif d'avoir l'Irak et d'avoir un débouché sur la Méditerranée pour pouvoir transporter ce pétrole. Ils ont obtenu Haïfa sur la côte palestinienne et la majeure partie de l'Irak. Les accords Sykes-Picot étaient un document honteux, et je n'essaierai pas de défendre ces accords. Mais ils avaient été conclus par des gens agissant encore dans la ligne de l'ancien équilibre des pouvoirs, dans un état d'esprit colonialiste. Ignorant ce qui se trame derrière leur dos, Hussein et Faisal proclament l'indépendance et en juin 1916, ils attaquent les troupes turques. C'est le début de la révolte arabe contre les Ottomans. La garnison turque de la Mecque est vite submergée et le port de Djeddah est pris. En 1917, les forces de Hussein et de Faisal poussent au nord et affrontent les Ottomans le long de la voie ferrée du Hedjaz. Les Anglais considèrent que la révolte arabe fait partie de leur stratégie de diversion militaire contre les empires centraux. Au sud-ouest, les Britanniques, par un mouvement de tenaille, sont entrés en campagne pour s'assurer le contrôle du canal de Suez et du Levant. Au sud-est, ils se battent pour s'emparer des puits de pétrole irakiens. Tout cela pour attaquer les empires centraux en leur point le plus vulnérable, l'Empire ottoman. Les Arabes avaient lié leur sort aux Anglais. Ils considéraient qu'ils se battaient avec les Alliés, mais en même temps, ils n'étaient pas incorporés à l'armée britannique. Ils continuaient à fonctionner comme une armée indépendante. Tandis que l'armée arabe avance vers le nord, le général anglais Allenby traverse le canal de Suez et au printemps 1917, ses troupes atteignent les limites de la Palestine. Mais en Europe, les Anglais sont toujours en mauvaise posture. La tentative de percer des lignes allemandes dans la Somme a fait gagner bien peu de terrain en regard des pertes colossales en vie humaine. Londres a connu de grands changements politiques. Le nouveau Premier ministre, Lloyd George, pense que l'effort de guerre de l'entente a besoin d'un nouvel élan. Jusqu'à présent, l'Amérique a conservé sa neutralité. Mais Lloyd George est convaincu que cela peut changer, car il existe un groupe puissant qui pourrait influencer le gouvernement américain. Lloyd George pensait que la décision américaine de s'engager ou non dépendait essentiellement de l'opinion publique et que le soutien des Juifs pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Rappelez-vous que le ministère des Affaires étrangères anglais surestime largement le pouvoir de la communauté juive internationale, en particulier celui des riches élites de la finance et du commerce. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation, c'est que les Britanniques en particulier voient le monde juif comme une entité collective monolithique. Dans cette optique, ils commencent à considérer le rôle des Juifs pendant la guerre comme un élément potentiellement important. Et du point de vue des Alliés, autre fait remarquable, cette entité monolithique est pro-allemande. De nombreux juifs de la haute société allemande ont en effet des relations privilégiées avec le ministère des Affaires étrangères du Kaiser. Un nouveau mouvement nationaliste juif, le sionisme, a établi son quartier général à Berlin. Le sionisme est né dans les années 1880, avec la publication par Theodor Herzl d'un livre prônant la création d'un État juif. L'ouvrage fait sensation chez les intellectuels d'Allemagne, d'Autriche et de Russie, qui partagent son indignation devant l'intensification du sentiment anti-juif. La fin du XIXe siècle a vu la montée de l'antisémitisme dans toute l'Europe, en Autriche, en Allemagne, en France, mais surtout en Europe de l'Est, en Pologne et en Russie. Les pogroms contre les Juifs en Russie avaient entraîné l'établissement des Rovevei Zion, les amants de Sion, des sociétés qui, dans de nombreuses villes russes, ont commencé à promouvoir, à financer et à parrainer la colonisation et l'immigration en Palestine. Herzl était arrivé à la conclusion que les Juifs n'étaient en sécurité nulle part en Europe et que la seule solution était qu'ils aient leur propre État sur lequel ils pourraient exercer leur souveraineté et où ils ne seraient pas une minorité. L'autre attrait du sionisme, c'est la façon dont il cadre avec les aspirations historiques des Juifs. Éparpillés à travers le monde depuis la destruction du temple de Jérusalem au 1er siècle de notre ère, de nombreux Juifs chérissent l'idée de retourner un jour vers la terre promise des Écritures. En fait, il existe déjà un petit noyau de Juifs autochtones en Palestine. Mais même avec l'installation de colonies pendant toute la fin du XIXe siècle, la communauté juive tout entière représente à peine 8% de la population en 1914. Chaim Weizmann, le leader sioniste anglais, fait pression sur le gouvernement. Il veut une assurance qu'en cas de défaite de la Sublime Porte, celui-ci soutiendra l'émigration juive en Palestine. Début 1917, Lloyd George, persuadé que les Juifs parlent d'une seule voix, est convaincu que le sionisme est un mouvement nationaliste qui doit également être récupéré par la cause alliée. En mars, Mark Sykes entame des négociations avec Weizmann. Les gens comme Mark Sykes ont une idée fixe. Les Juifs se protègent entre eux et ils protègent leurs intérêts. Et si Weizmann leur dit que leur intérêt, c'est d'avoir à tout prix la Palestine, ils sont prêts à le croire, à donner leur accord. Alors que les négociations avec Weizmann se poursuivent au fil des mois, les Alliés accumulent les revers militaires. La campagne sous-marine allemande porte de rudes coups à la flotte marchande britannique. Et malgré l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés, le président Woodrow Wilson n'est pas disposé à envoyer des troupes nombreuses.
La dernière tentative des Anglais pour maintenir la pression sur le front ouest s'embourbe bientôt dans les tranchées de Passchendaele. Des milliers de jeunes gens perdent la vie dans une nouvelle campagne inutile. Le moral des troupes est en chute libre. Mais la menace la plus grave pour la machine de guerre alliée vient de l'Est. La Russie est au bord de l'effondrement. Les Allemands lui ont infligé des défaites écrasantes et le pays, épuisé par la guerre, se désintègre à force de pénuries alimentaires, de grèves et de manifestations. Lorsque la révolution détrône le tsar, l'Angleterre et la France sont sérieusement alarmées. Le fait est qu'avec la chute de la Russie tsariste et de son effort de guerre, les Allemands ont virtuellement gagné la Première Guerre mondiale, à moins que les Américains n'interviennent. Il est impossible que les Anglais et les Français vainquent les Allemands par leurs propres moyens. En octobre, le gouvernement britannique reçoit un rapport des services secrets évoquant l'influence prépondérante des Juifs à la direction du parti bolchevique, le nouveau mouvement révolutionnaire devenant la force dominante en Russie. Lloyd George craint que les communistes ne se désengagent du conflit. Les Américains refusant toujours d'envoyer des troupes suffisantes, il sait qu'il est temps d'agir. Il enjoint à son ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, de faire une promesse de nature à séduire les Juifs. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. La déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917, au moment même où les troupes britanniques occupent la Palestine. Je dirais que la déclaration Balfour doit être prise non pas comme un geste idéaliste, mais comprise dans le contexte de la politique coloniale britannique. Et Lloyd George était l'instigateur principal de cette déclaration, parce qu'il croyait que cela servirait les intérêts de son pays. Mais c'est aussi la première fois qu'une grande puissance européenne soutient officiellement le but sioniste de faire de la Palestine une patrie juive. Cependant, pour le shérif Hussein, la Palestine fait partie du marché conclu pour l'indépendance arabe. Anticipant l'indignation de son peuple à la perspective d'une patrie juive dans une province largement arabe, la déclaration Balfour affirme aussi « Rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. » Néanmoins, la déclaration semble exprimer l'appui britannique à l'émigration juive. Il y avait à peine 80 000 juifs sur une population de 700 000 personnes en Palestine. Ils appelaient les Palestiniens autochtones des habitants non juifs. Et la Palestine était identifiée déjà à ce stade comme terre juive, alors que les autres n'avaient pas d'identité définie. C'était juste des non-juifs. La déclaration Balfour était ce qu'elle était, une déclaration. Ce n'était pas un traité, ce n'était pas un accord signé. C'était une déclaration soutenant l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. En fait, le seul traité que l'Angleterre ait signé sur la Palestine, ce sont les accords secrets Sykes-Picot avec la France. Le 7 novembre, quelques jours après la déclaration Balfour, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Lloyd George espère qu'elle aura l'effet escompté, apaiser les Juifs de la direction du parti. Que sont-ils censés vouloir à tout prix en tant que Juifs? La Palestine. C'est un postulat parfaitement illogique. Ça n'a aucun sens parce que ces gens, on pense à Trotsky, Zinoviev, à Yaffe.
à certains grands leaders de la révolution russe d'octobre. Ces gens, bien sûr, sont des internationalistes. Il y avait 15 à 20 juifs aux échelons supérieurs du parti. La plupart étaient antisionistes. Et après qu'ils aient pris le pouvoir, ils ont publié une déclaration disant que le sionisme était un complot capitaliste, une idée capitaliste. Le rapport peu fiable des services secrets sur lequel Lloyd George base sa stratégie va avoir des répercussions majeures pour la Grande-Bretagne. En quelques semaines, les nouveaux chefs de la Russie font exactement le contraire de ce qu'il attend. Ils se désengagent du conflit, ouvrent les archives du ministère des Affaires étrangères tsariste et rendent publics les traités secrets. Ces traités que les Anglais ont manigancés avec leurs alliés pour dépecer l'Empire ottoman et dont les Russes étaient partie prenante. Bien entendu, c'était très embarrassant pour les alliés occidentaux. Ils avaient conclu toutes sortes de marchés en coulisses, dans lesquels ils s'étaient distribués de grandes parties du monde, tout en criant sur les toits qu'ils faisaient la guerre pour défendre la démocratie, et aussi bien sûr en affirmant, entre autres aux Arabes, qu'ils soutenaient le droit à l'autodétermination pour les peuples de l'Empire ottoman. La publication des traités secrets par les bolcheviks a créé une énorme suspicion dans le monde arabe. Le shérif Hussein et les autres ont dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne nous donnez-vous pas l'indépendance et pourquoi sommes-nous divisés en zone A et zone B ?» Les Arabes ont compris alors que non seulement les Anglais avaient leurs propres intérêts, les ports de Palestine et d'Irak, mais qu'ils avaient aussi promis bien des choses aux Français. C'est dans ce climat de confusion et de suspicion chez les Arabes que le général Allenby entre dans Jérusalem, accompagné de Sykes, Picot et de nombreuses autres personnalités alliées. Les forces dirigées par les Anglais se sont emparées de la ville sainte en décembre 1917. Les chefs de la révolte arabe, eux, ont disparu. Craignant que Hussein et Faisal ne perdent courage, le gouvernement leur envoie un message réaffirmant l'engagement britannique en faveur de l'indépendance arabe. Il sera donné au peuple arabe toutes les opportunités de former à nouveau une nation. Ceci ne peut être réalisé que par l'unification des Arabes. La Grande-Bretagne et ses alliés poursuivront une politique ayant cette unité pour objectif. Hussein reste loyal envers les Alliés parce qu'il veut croire aux promesses anglaises d'indépendance. Mais il parle de régler ses comptes après la guerre. De son côté, Allenby compte toujours sur le soutien arabe dans le conflit contre les Ottomans. Mais à présent que Jérusalem est occupée par les Anglais, un parti prend l'initiative. En avril 1918, Chaim Weizmann et la Commission internationale sioniste viennent en Palestine poser les fondations d'une université hébraïque. Ils espèrent qu'elle deviendra le centre intellectuel du sionisme. Mais la visite de Weizmann cause de vives inquiétudes et une grande indignation dans la population arabe. Et quand il rencontre le général Allenby avec le grand rabbin de Jérusalem, il semble bien que l'Angleterre se prépare à honorer la déclaration Balfour. Six mois plus tard, les hommes d'Allenby entrent à Damas. Avec leur allié, l'armée du nord de Faisal, ils ont repoussé les troupes ottomanes à travers la Palestine jusqu'en Syrie. La révolte arabe a contribué à la victoire alliée de nombreuses manières. Premièrement, elle a protégé le flanc britannique en Palestine. Deuxièmement, elle a occupé un grand nombre de soldats turcs et allemands.
Et troisièmement, les Anglais n'auraient jamais pu légitimer ce qu'ils faisaient sans l'aval d'une force arabe spécifique. Le 3 octobre, les habitants de Damas se pressent au défilé de victoire de Faisal. S'il doit prendre le pouvoir, il sait que sa présence est indispensable. Il doit être vu par le peuple comme son libérateur. Cependant, lorsqu'il rencontre le général Allenby un peu plus tard, à l'hôtel Victoria, celui-ci prévient Faisal que son pouvoir en Syrie sera limité. À ce moment-là, les Anglais savaient qu'ils allaient donner la Syrie à la France. Ils ne pouvaient donc pas accepter Faisal comme souverain légitime. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était lui payer son salaire et les frais de son armée et de son administration. Nullement intimidé par les avertissements d'Allenby, Faisal prend le titre de gouverneur de Damas. Avec le soutien de son père, le shérif Hussein, il entreprend la création d'un réseau d'influence dans le but d'établir un État arabe indépendant. Le 31 octobre, la sublime porte capitule. Et à 11 h, le 11 novembre 1918, les canons se taisent en Europe. C'est la fin de la guerre contre les empires centraux. La conférence de la paix de Versailles s'ouvre en janvier 1919. Les représentants des alliés victorieux, comme le Premier ministre français Georges Clemenceau et le président américain Woodrow Wilson, se réunissent pour décider du sort des territoires des empires vaincus. L'heure est venue de tenir les promesses libéralement distribuées par Lloyd George et son ministre Balfour. Ils avaient donné des assurances aux Arabes, mais ils en avaient donné aussi aux Juifs, aux Français et aux Russes, à tout le monde. Ces gens avaient une vision impérialiste du monde. Le Moyen-Orient ne leur suffisait pas. Ils voulaient aussi démembrer la Russie. C'était la dernière bonne occasion pour les puissances coloniales de se tailler la part du lion, surtout qu'il n'y avait personne pour les arrêter. Mais l'Angleterre et sa vieille alliée, la France, se heurtent au président Wilson et à sa vision d'un nouvel ordre mondial encourageant l'autodétermination nationale. À partir du moment où l'indépendance avait semblé possible, ce principe de l'autodétermination défendu par les Américains allait être étendu à tous les peuples libérés des anciens empires, ceux des Habsbourg et des Ottomans. Ce que voulaient les Palestiniens, c'était un État indépendant. Faisal vient de Damas plaider la cause arabe. Mais l'avenir de la Palestine et du Moyen-Orient fait partie des promesses faites par l'Angleterre à la France dans le découpage Sykes-Picot. En l'occurrence, pour les peuples du Moyen-Orient, les principes d'autodétermination de Wilson sont oubliés. L'Angleterre et la France sont libres de finaliser leurs accords. Mais que deviennent les promesses des Anglais aux Juifs à propos de la Palestine? À Versailles, au cours des négociations avec les États-Unis, la France et l'Italie, Balfour écrit dans une note confidentielle « Les 4 grandes puissances sont engagées en faveur du sionisme. Et le sionisme, bon ou mauvais, est ancré dans des traditions millénaires, dans des besoins actuels et dans des espoirs futurs d'une bien plus grande importance que les désirs ou les préjugés des 700 000 Arabes qui vivent sur cette terre antique. » Cela ressemble à une pleine adhésion au sionisme. Pourtant, quelques articles plus loin, Balfour sous-entend des intentions beaucoup plus cyniques.
En ce qui concerne la Palestine, les puissances n'ont fait aucune déclaration de politique, du moins par écrit, qu'elles n'aient toujours eu l'intention de violer. La conférence de la paix de Versailles s'achève le 28 juin 1919 par la création de la Société des Nations, la première institution mondiale pour la paix et la sécurité. Le traité précise que les territoires arabes et autres, cédés par l'Empire ottoman défait, seront administrés par mandat, ce qui signifie que la Grande-Bretagne et la France ont tout pouvoir d'imposer leur autorité sur ces pays. Le 21 novembre 1919, François-Georges Picot, co-architecte des accords Sykes-Picot, et le général français Gouraud arrivent à Beyrouth. C'est le début du mandat français sur la Syrie et le Liban. Les forces britanniques qui occupaient la région depuis qu'elles en avaient chassé les Turcs durant les derniers mois de la guerre transmettent le pouvoir aux Français, honorant ainsi leurs engagements. Faisal, qui est à présent gouverneur de Damas depuis 16 mois, a consolidé sa position. Lorsqu'il est proclamé roi par le Congrès national syrien, les Français sont ulcérés et le général Gouraud envoie ses troupes. Le 7 août 1920, Faisal est déposé et doit s'enfuir en Palestine. Pour les Européens, la promesse d'un État unique et indépendant faite au shérif Hussein et à son fils n'est plus qu'un vague souvenir. La question des sphères d'influence signifiait que cette prétendue volonté d'accepter un État arabe unique était sérieusement chancelante. De plus, la réalité de l'établissement d'une zone française et d'une zone anglaise revenait à planter les graines de la partition. Il y avait donc deux facteurs, le refus de l'indépendance et le refus de l'unité de la région. Les frontières et les gouvernements des États du Moyen-Orient qui se dessinent portent la marque des accords Sykes-Picot. Le mandat français Syrie-Liban comprend la moitié de l'ancienne province ottomane de Grande Syrie. L'autre moitié passe sous mandat britannique. C'est la Transjordanie et la Palestine. À l'est, la région de la Mésopotamie, avec les champs de pétrole de Mossoul, est donnée aux Anglais. C'est le mandat sur l'Irak. C'est toute l'importance des accords Sykes-Picot. Diviser ce qu'on appelait le croissant fertile entre l'Irak et la Syrie et laisser les Anglais avoir accès au pétrole de la région pour qu'ils puissent l'exploiter. Le peuple irakien rejette l'autorité britannique jusqu'à ce que Faisal soit fait roi en juillet 1921. L'Angleterre espère que les pouvoirs limités qui lui sont dévolus satisferont les exigences d'indépendance frustrées des Arabes. Mais le shérif Hussein attend plus des Britanniques. Il n'avait jamais abandonné l'idée que les Anglais lui avaient promis l'indépendance, pas seulement en Arabie, mais aussi en Syrie et en Irak. Et il voulait qu'ils tiennent leurs promesses. Le shérif Hussein ne réalisera que partiellement son rêve d'un royaume arabe gouverné par les Hachémites. Car si son autre fils Abdullah devient roi de Transjordanie, leur vieux rival, Ibn Saoud, chasse les Hachémites du Hedjaz en conquérant toute la péninsule arabe. Un gouvernement britannique s'est établi à Jérusalem au printemps 1920. Il n'y a aucun signe de transmission du pouvoir à la Palestine. La Palestine est une terre sacrée pour 3 religions. Les Juifs y forment une petite minorité qui vit en harmonie avec les chrétiens et la vaste communauté musulmane depuis des siècles.
Mais la déclaration Balfour promettant un foyer en Palestine au peuple juif a été incorporée au mandat britannique à Versailles. Le pays est donc ouvert à une nouvelle immigration juive venue d'Europe. Les manifestations de soutien sionistes donnent à penser que les Anglais vont tenir leur parole envers les Juifs et ignorer les espoirs d'indépendance des Palestiniens. Les Arabes avaient de solides arguments, mais de très mauvais avocats. Les sionistes avaient des arguments, pas aussi bons que ceux des Arabes, mais leurs avocats étaient brillants. Le sionisme est une des plus grandes success stories de relations publiques du XXe siècle. Et Chaim Weizmann illustre à la perfection les talents bien connus des Juifs pour la plaidoirie et la persuasion. Des talents évidents lorsque Weizmann et d'autres groupes sionistes contribuent au financement de l'achat de terres et de la construction de villages pour les immigrants. En même temps, des organisations politiques et des services de sécurité sont créés pour soutenir la patrie juive naissante. La communauté arabe de Palestine est ulcérée. Les Palestiniens ne pouvaient concevoir que leur pays soit divisé ou donné à un autre peuple qui n'avait rien à voir au Moyen-Orient et qui était presque totalement européen à l'époque. Il leur semblait absurde que 600 ou 700 000 personnes soient obligées d'abandonner leurs terres, leurs maisons, leurs villages, leurs villes, pour les donner à une minorité qui était éparpillée dans toute la Palestine. Après tout, la Palestine doit son nom à son peuple, les Palestiniens. En 1925, Arthur Balfour visite les nouvelles colonies juives de Palestine. Bien qu'il soit fêté comme un héros de la cause sioniste, l'immigration des Juifs européens va avoir des conséquences imprévues sur la domination britannique dans le pays. À mon avis, la déclaration Balfour a été l'une des plus graves erreurs de l'histoire coloniale britannique. Elle engageait l'Angleterre à soutenir le nationalisme juif en Palestine après la guerre et ne lui a rapporté aucun bénéfice immédiat. Sans la déclaration Balfour, il n'y aurait pas eu de véritable développement du foyer national juif et sa conséquence, c'est-à-dire la déclaration de l'État d'Israël en 1948, n'aurait pas eu lieu. Le parapluie anglais devait être déployé pour soutenir le foyer national juif naissant, essentiellement au niveau militaire. Le fait qu'il y ait eu des soldats anglais, des policiers anglais pour protéger les communautés juives est un élément crucial. C'était la seule façon de le faire. Pendant les années 30 et 40, années de la persécution nazie et de l'Holocauste, l'immigration juive en Palestine augmente rapidement. Mais ce qui est perçu comme une incursion étrangère par les Arabes et comme l'accomplissement d'un devoir historique par les Juifs mène rapidement à la polarisation et à la violence. En réponse aux attentats terroristes des Arabes, les Anglais limitent l'immigration, une politique qui ne fait qu'exacerber le terrorisme juif. C'est dans ce contexte que la Grande-Bretagne se dessaisit de son mandat et que l'État d'Israël naît en 1948. Lorsque le premier d'une longue série de conflits éclate entre le nouvel État et ses voisins, des milliers de Palestiniens arabes fuient leur pays. Les stratégies employées par l'Angleterre pour gagner la Première Guerre mondiale ont ouvert un abîme entre Arabes et Juifs.
La conséquence la plus grave de la politique anglaise durant la guerre a été d'encourager à la fois le nationalisme arabe et le nationalisme juif. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'est retrouvée avec un héritage de double jeu et de trahison qui allait la hanter pendant longtemps. Il est évident que cela a joué un rôle dans la division du monde arabe en plusieurs États, dans la création de l'État d'Israël et dans la frustration des attentes des Arabes. Ce serait une erreur de prendre les accords Sykes-Picot comme excuse pour les problèmes actuels du Moyen-Orient. Mais oui, ce que nous voyons aujourd'hui résulte des doubles jeux de la Première Guerre mondiale et des espoirs frustrés de cette période. Auparavant, je faisais partie du système, évidemment. Il est clair que je ne serais jamais arrivé au Parlement si j'avais eu, dès le départ, les idées qui sont les miennes aujourd'hui et que je les avais exprimées comme je le fais. Donc je faisais partie du système et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, en étant dans ce Parlement, que tout n'était que mensonge, partout. Cinéma, cirque politique, on est tout à fait dedans. Donc mensonge, manipulation au sein du Parlement, mais également au niveau médiatique. Et surtout, ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est lorsque j'ai fait des révélations dans le dossier de pédophilie, le dossier Dutroux en Belgique, qui avait fameusement marqué les esprits de la population belge et même, je pense, européenne. Et là, je suis venu avec des éléments concrets et j'ai constaté que la presse et les politiciens ont tout manipulé pour me faire passer comme un salopard, alors que moi, je venais uniquement avec une démarche noble de recherche de la vérité. Et donc je me suis dit, si on fait passer quelqu'un qui a une telle bonne volonté pour quelqu'un qui est aussi dégueulasse, si on le fait avec moi, on peut le faire avec n'importe qui. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur de nombreuses manipulations, parce que je me suis dit, je ne vais pas être le seul victime de manipulation. Donc j'ai rencontré alors pas mal de personnes et je me suis lancé en plein dans la dissidence à cause de la censure dont je fais l'objet. Et c'est ça, plus il me tape dessus et plus je continue et plus je vais plus loin. La dissidence, ils se répandent sur toutes les pages où ça parle de l'Union européenne. Parce que toi, tu es très critique aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Les trolls sont payés pour contrer les eurosceptiques. Oui. Donc je suppose qu'ils sont payés pour me détruire, puisque nous, on n'est plus eurosceptiques du tout. On n'est plus sceptiques, on est anti-euro convaincus, je dis. Donc c'est clair que là, on a une cible de premier choix pour eux. Hein. D'accord. Mais je pense qu'on doit aujourd'hui critiquer l'Europe. Hein. Cette Europe, aujourd'hui, nous a appauvris. Elle crée la misère, elle crée une concurrence déloyale entre nos travailleurs européens. C'est totalement scandaleux. Aujourd'hui, je vois des gens comme BHL qui s'évertuent à vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Ukraine, mais c'est incroyable. Le salaire moyen tourne autour des 200 €. Ouais. 200 €. Comment est-ce qu'on peut accepter que des travailleurs ukrainiens entrent dans l'Europe et entrent en concurrence directe avec nos travailleurs? Et ce sont nos représentants politiques qui encouragent ça. Donc, très clairement, nos responsables politiques sont en train de travailler contre l'intérêt de leur population. Pour moi, ce sont des hautes trahisons. Hein. C'est honteux ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Hein. Il faut absolument que les citoyens s'en rendent compte. Parce que, imaginez, l'Ukrainien travaille aussi bien que le Français ou que le Belge. Hein. Ils ne sont pas plus mauvais que nous, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Donc c'est vraiment mettre en danger notre société, notre pouvoir d'achat et nos emplois. Enfin, j'ai vu que François Hollande disait qu'il n'allait peut-être pas se représenter si le taux de chômage ne diminuait pas. Avec l'Ukraine, c'est sûr que c'est mal parti pour lui, donc c'est une mauvaise stratégie. Non, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de tenir le discours qui est le mien, n'est pas facile, hein, puisque nous prenons justement la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, le rétablissement des frontières du franc belge, une banque nationale qui peut prêter à du 0%, ce qui aujourd'hui n'est plus possible grâce à l'Europe, merci. Nous voulons justement sortir de l'ONU, de l'OTAN, toutes ces organisations qui aujourd'hui sont créatrices de guerre. Auparavant, ces institutions étaient là pour garantir la paix. Aujourd'hui, on utilise ces institutions, comme l'Union européenne, pour créer la guerre. On l'a connu en Libye, on l'a connu en Syrie, on l'a connu au Mali,
On le connaît actuellement en Ukraine. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Et je ne parle pas encore de tous ces crimes qui sont commis depuis des années en Afrique centrale. Je pense au Congo, au Rwanda et autres. Les déstabilisations dans les pays arabes, Tunisie, Égypte, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et je ne parle même pas de l'Irak. Et ça c'est clair, mais il y a une tentative de déstabilisation de l'Ukraine avec une volonté de stigmatisation claire de la Russie. Tout le monde doit avoir en l'esprit ce qui s'est passé cet été avec les tentatives d'invasion, j'appelle ça une invasion, de la Syrie, où François Hollande a été le premier à s'agiter, parce que je pense qu'il voulait prendre la main sur ce dossier qu'il a finalement totalement ridiculisé pour envahir la Syrie. Puis on a vu Poutine qui est intervenu pour être en fait le garant de la souveraineté nationale et interdire cette invasion totalement intolérable au regard du droit international. Et donc aujourd'hui, on essaie de faire payer à Poutine le fait que durant cet été, il est apparu comme le véritable maître du monde. Il a pris la place d'Obama. Il a montré qui aujourd'hui était capable de bloquer le Conseil de sécurité de l'ONU et qui était capable de taper du poing sur la table et dire non, ça ne se fera pas. Et donc aujourd'hui, on veut le salir. Et je pense que tout ce qui circule aujourd'hui au niveau des tracts antisémites qui demandent aux Juifs de Crimée de se faire connaître et de faire relever leurs biens, c'est une tentative véritablement assez grosse de faire finalement passer Poutine pour quelqu'un d'antisémite et donc de le mettre dans l'axe du mal. On sait très bien que là, on touche à quelque chose d'intouchable. C'est particulièrement gonflé dans le mesure où ils ont installé quand même le Svoboda à Kiev, qui est à partie d'Asie. Enfin, c'est assez gonflé quand même de leur part. Ah oui, mais non, ce n'est pas gonflé parce que d'un certain côté, de la part d'une Union européenne qui représente le projet fasciste d'Hitler, je trouve ça logique. Ils ont mis un des leurs à la tête de l'Ukraine. Je pense que pour une fois, c'est assez logique. Ils montrent vraiment leur vrai visage, donc c'est bien. On nous demande, est-ce que tu connais l'UPR et Asselineau? Je connais l'UPR et Asselineau. Très bonnes idées pour sortir de l'Union européenne. L'article 50, c'est quelque chose à suivre, bien entendu. D'accord. Je suis belge. Les affaires de pédophilie sont d'abord étalées puis étouffées chez nous. Comme ça, on peut dire on en a parlé. Mais ça n'a aucune incidence sur les prévenus. Mieux même, on passe de président de parti à Premier ministre. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est vrai qu'ils étouffent à chaque fois. Il y a eu là ce qu'on appelait la Grande Marche Blanche. Tu as connu ces événements. Voilà. Nous, on les a vus de France, mais on a vu que le peuple, en tout cas de Belgique, était dans la rue. Et il n'y a rien eu de ça. On a l'impression que même le roi... la famille, ils ont un peu, il y a eu les témoins X aussi à un moment donné. Pareil, c'est une affaire qui est passée un peu à la trappe. On a tout instrumentalisé. Le roi a été instrumentalisé pour calmer la population, justement pour faire le tampon, parce qu'à cette époque-là, la population était assez remontée contre le monde politique. Donc, on a pris le roi, on l'a mis au devant de la scène pour justement calmer les esprits. On a menti à la population, on a dit qu'on allait faire toute la lumière sur le dossier du trou. On ne l'a jamais fait. Puisque le dossier du trou a été scindé en deux parties avec le dossier bis devant traiter des dysfonctionnements, des protections et du réseau pédophile. Et comme par hasard, ce dossier a été classé sans suite. C'est quand même dans ce dossier qu'il y a tout ce qui concerne les traces ADN, plus de 6000 traces ADN retrouvées dans une cache de quelques mètres carrés, la cache où les fillettes étaient maintenues en détention. Donc 6000 traces ADN, ce n'est pas rien. C'est du sang, du sperme... On mérite quand même d'investiguer. Et qu'est-ce que la justice nous dit? Qu'est-ce que le ministre de la Justice nous dit? Nous n'avons pas suffisamment d'argent que pour faire les analyses. Donc la vie des enfants est moins importante que le pognon. Par contre, de l'argent pour recevoir Obama, pour recevoir le ministre chinois, pour donner de l'argent à l'Union européenne, ça on en a. Pour acheter de la dette américaine, la Belgique a de l'argent. Pour faire venir des pandas de Chine, on a de l'argent. Mais pour analyser des traces ADN qui peuvent permettre d'identifier des violeurs d'enfants, des assassins d'enfants, ça on n'a pas d'argent. Désolé, mais si là il n'y a pas quelque chose à cacher, je ne vois pas. En France, je sais qu'on fait même des analyses ADN pour de simples cambriolages. Oui, c'est arrivé. Et puis même Sarkozy, pour le scooter de son fils, on s'en rappelle aussi. Voilà, donc nous on tue des enfants et on ne fait pas d'analyse ADN.
ça montre qu'on cache quelque chose. On ment aux citoyens. On nous fait croire que les réseaux pédophiles n'existent pas, mais tout le monde sait qu'ils existent. La preuve, c'est que chaque année, on en démantèle aux États-Unis. Alors, vu que nous sommes là, une province des États-Unis, ce qui existe aux États-Unis existe chez nous, on ne va pas me faire croire qu'ici, il n'y a pas de réseau pédophile. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Nous vivons aujourd'hui dans une société de la décadence, où la prostitution, la pornographie sont mis en exergue tous les jours. On ne se promène plus en rue sans voir une femme à poil sur les affiches. On a totalement banalisé la sexualité. On en arrive à une société où il est normal de manifester seins nus et comme le font les fémènes, et on parle ça, que c'est la liberté de la femme, mais non, c'est l'image dégradante de la femme. Une femme qui en arrive à devoir se faire entendre en montrant ses seins, je suis désolé, c'est pas ça l'égalité. Ça n'a rien à voir, c'est tout simplement de la décadence totale. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'ai aucun respect pour ce genre d'organisation. Et donc nous devons lutter contre ce phénomène sociétal qui existe, qui fait qu'aujourd'hui, des enfants de 8 ans, 9 ans sont exposés à la pornographie. Il s'ensuit des dérives au niveau comportemental. On connaît tous ces drames qui se passent avec des filles qui sont violées par des gangs, etc. C'est horrible, bien évidemment. Et voilà, il y a une perversion qui est en train de se mettre en place. Je ne parle même pas de cette volonté de maintenant à l'école d'encourager les enfants à l'homosexualité et autres, c'est devenu totalement incroyable. Donc par rapport à cette dérive, à cette décadence, il faut un front humain, un front tout simplement de la dignité et de la morale. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire en politique, c'est de réintégrer de la morale, de la religion, de l'éthique dans la politique. C'est très 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 important parce qu'aujourd'hui on constate que si nos dirigeants agissaient avec plus d'éthique, plus de morale et qu'ils appliquaient un peu les principes globaux de la religion, quelle qu'elle soit, l'islam, la religion catholique ou autre, les décisions qui sont prises ne seraient pas prises. On n'irait pas par exemple piller le Congo en violant des femmes et en tuant des enfants pour s'en mettre plein les poches. On n'enverrait pas nos avions bombarder la Libye et des civils tout simplement pour mettre la main sur les richesses de la Libye. Aujourd'hui, la morale, l'éthique n'existe plus en politique et c'est pour ça que nous vivons dans une société de fous où il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, où les escrocs, les pourris sont finalement ceux qui sont encensés par les médias et où les gens honnêtes, corrects, qui respectent les citoyens sont vus comme des criminels. Il y a une inversion totale des valeurs et il est temps aujourd'hui de remettre de l'ordre dans cette société parce que sinon nous allons droit dans le mur avec des gens qui n'ont plus de repères, des jeunes qui sont totalement perdus, qui sont abandonnés. Il faut absolument dire non, il y a des normes, c'est normal. Ce n'est pas être homophobe que de dire à nos enfants que voilà, un couple c'est un papa et une maman parce que c'est comme ça que la nature a fait les choses et que s'il y a 2 papas, ben non, il n'y a pas possibilité de perpétuer la race humaine. La même chose s'il y a 2 mamans. Qu'un enfant, ça ne s'achète pas. Un enfant, ça ne se fabrique pas. On ne choisit pas la couleur de peau, la couleur des yeux d'un enfant à l'avance. Ça ne va pas. Dans quelle société vivons-nous? Et comme le disait Zera dans une de ses chansons, c'est que demain on pourra s'acheter des fioles de sperme au supermarché. Il faut arrêter dans cette dégradation totale de la société. C'est une décadence. Et donc il faut revenir avec des valeurs honnêtes, des valeurs importantes, et nous essayons de le faire, et c'est vrai que c'est dur, parce que nous allons à contre-courant de la société actuelle. Donc nous sommes pour nous allier avec personne. Donc je dis déjà aujourd'hui, ceux qui vont voter pour Debout les Belges le 25 mai en Belgique voteront pour Debout les Belges uniquement. Et il est hors de question, on peut me proposer un poste de ministre ou de quoi que ce soit, ce sera non, 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 on ne s'allie pas avec des gens qui ont détruit notre pays, avec des gens qui ont menti aux citoyens. Donc ça, déjà, c'est très clair. On va au Zénith de Nantes. Romain, tu es sur place. C'est quoi l'ambiance devant le Zénith, Romain? Eh bien écoute Yann, ici l'ambiance c'est un petit peu tendu. En fait on a appris il y a à peu près 1h30 qu'en fait le spectacle n'aurait pas lieu. C'est-à-dire que le Conseil d'État finalement l'a annulé. Et en fait c'est un policier qui est venu l'annoncer aux manifestants. Sauf que forcément les manifestants n'étaient pas contents. Du coup il a fallu les protéger avec des CRS. Et c'est quoi le dispositif de sécurité? Je vois des CRS derrière toi.
prend son petit air du petit journal, le monsieur. Absolument, regarde à ma droite, il y a toute une rangée de CRS. À ma gauche, il y a les gens qui pensaient voir le spectacle ce soir. Il y a à peu près 5 à 6 000 personnes, les gens qui avaient acheté leur ticket et qui restent, même si le spectacle n'a pas lieu. On voit des gens qui chantent, on a vu des gens qui chantaient la Marseillaise, on voit des gens qui font des quenelles. Et ces gens, ils attendent de voir Dieudonné. Et nous aussi, on attend de voir ce que Dieudonné va faire, s'il va se présenter au public ou s'il va rester à l'intérieur du Zénith. Merci beaucoup Romain, bon courage. Et le récit de cette folle journée et de la soirée qui arrive, c'est demain dans le Petit Journal.